Marine Le Pen l'an prochain pour la présidentielle ? En effet, une grande partie des responsables de ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun, qui va donc des Républicains jusqu'au au bloc central, considèrent que s'il y a plus d'un candidat issu de cette offre politique-là, au premier tour, alors il y en aura 0 au second. Parce qu'aujourd'hui, les sondages et les enquêtes d'opinion, et même les résultats électoraux du Rassemblement national montrent qu'il y a un bloc RN structurellement au-dessus de 30%, voire plus, selon certaines enquêtes d'opinion, et notamment la dernière du bloc de LAB, et que les municipales, comme les législatives, ont démontré que miser sur le fait que la gauche sera divisée dès le premier tour et qu'il n'y aura pas de candidat fort de gauche, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann ou quelqu'un d'autre, et quelque peu un peu cavalier. C'était d'ailleurs le pari qu'avait fait Emmanuel Macron lors de la dissolution. Il considérait que la gauche étant désunie, elle sera absente des seconds tours, et donc le bloc central pourra l'emporter face au Rassemblement national. Cette équation-là me paraît fragile du point de vue des législatives, du résultat législatif et des municipales, qui ont montré quand même une certaine résilience du bloc de gauche, notamment une possibilité d'alliance facilement faite entre la France insoumise et le Parti socialiste dans un certain nombre de cas. Donc, les responsables politiques, ministres, députés et sénateurs de ce qu'on appelle le socle commun de cette alliance entre le bloc central et LR, beaucoup considèrent cela et donc appellent leur chef de parti à s'entendre pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit au second tour. Vous avez fait référence, Mathieu Hoc, à un sondage ELAB, la Tribune dimanche. Regardons à ceux qui sont déjà déclarés et puis à ceux qui se cachent mais qui n'en pensent pas moins. En cas de primaire, c'est possible de gérer des candidats qui sont déjà déclarés ? C'est arrivé par le passé, on l'a vu notamment avec Xavier Bertrand, je crois, il y a quelques années. Mais 2021, voilà. Là, vous en avez 2 qui disent moi, de toute façon, j'y vais quoi qu'il arrive. En fait, pour départager, pour désigner un candidat à une élection présidentielle, un parti a en règle générale 3 manières de le faire. Soit on désigne le chef, tout simplement. Et d'ailleurs, à droite, c'est ce qu'on a souvent fait chez LR jusqu'à 2016. Ils n'ont pas exclu cette hypothèse. Exactement. Deuxième option, c'est ce que vous venez de dire, c'est une primaire ouverte ou fermer une primaire au sein du parti. On se dit, le parti est constitué de plusieurs sensibilités ou de plusieurs personnalités qui veulent concourir. Et donc, en général, on demande aux militants ou à des adhérents, d'un point de vue plus large, pour faire émerger, on va dire, un candidat. La troisième option, c'est une option de primaire, ce qu'on appelle sauvage, c'est-à-dire par les instituts de sondage et par, on va dire, les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire, c'est pas une primaire, mais en gros, c'est l'idée de dire, vous avez, ce sont les sondages qui vont faire en sorte. C'est celui qui lâche en dernier. Exactement. Et un candidat va se retirer au profit d'un autre parce qu'il se considère comme n'étant pas en capacité de pouvoir arriver au second tour. Donc, vous avez ces 3 manières de désigner. Donc, si vous reprenez sur la primaire, et je vais essayer d'être très très court dessus, la primaire, 2 options. Soit vous faites une primaire au sein d'un parti, donc au sein des Républicains. Là, la difficulté, par exemple, c'est que vous allez avoir des personnalités qui vont s'affronter alors qu'elles ont quasiment la même ligne politique, et donc elles vont chercher à se distinguer sur la forme et non sur le fond, et donc ça fait plutôt émerger ce qui nous différencie plutôt que ce qui nous rassemble. C'est un peu la primaire 2021. Est-ce que c'est pas une prime aussi aux idéologues en général, aux plus idéologistes du parti? C'est celle qui, exactement, les militants votent plus à droite ou plus à gauche selon le parti que les sympathisants, vous faites émerger le candidat le plus entre guillemets radical. C'était Éric Ciotti qui avait fini en tête de la primaire de 2021, et c'était après par on va dire front républicain entre guillemets, ou enfin front au sein de LR, qu'il y avait Michel Barnier, Xavier Bertrand, etc., qui s'était mis derrière Valérie Pécresse, et ce qui avait fait barrage, on va dire, à Éric Ciotti. Mais donc c'est ça. Donc ça, c'est un peu une machine à perdre. Ensuite, après, pour la primaire ouverte, moi, ce qui peut être intéressant, on ouvre aux sympathisants, quoi. Exactement, on ouvre à des sympathisants. C'était la primaire de 2016 et on voit que ça a été quand même un succès. Elle a été au-delà des Républicains, puisqu'il y avait M. Poisson, je crois, qui participait, qui n'était pas chez les Républicains. C'est qu'en fait, vous vous dites, il y a un espace naturel pour ce que l'on pourrait appeler la droite et le centre, ou au moins la droite, en règle générale. Et c'était un peu la coalition qu'avait trouvé Nicolas Sarkozy en 2007. Et ça va de personnes qui sont des conservateurs à l'époque de Nicolas Sarkozy en 2007, Philippe de Villiers. Donc vous retrouvez un équivalent de Philippe de Villiers aujourd'hui dans le débat public. Ce que propose Laurent Wauquiez, c'est que c'est Sarah Knafo, jusqu'à Alain Juppé en 2007 pour Nicolas Sarkozy. Et donc, d'où la réflexion de Édouard Philippe ou Gérald Darmanin. Mais ça... encore faut-il que les partis soient d'accord, que les personnalités soient d'accord. C'est très très compliqué à mettre en place. On ne parle dans... Clair dans leur tête ou c'est pas si sûr?
Là, je vais reprendre un peu l'argumentaire. Les municipales que sont passées par là ? Oui, ça Clairement. c'est certain. Je vais reprendre un peu l'argumentaire que Mathieu a développé pour la primaire de la droite et du centre. Pareil, sur la primaire de la gauche, on ne voit pas non plus aussi le fond des idées, etc. On parle surtout de battre une autre formation politique qui est le Rassemblement national. Donc, de la même façon que ce qu'a dit Mathieu sur la droite et le centre, on ne parle pas de projet pour. Là, on est aussi dans ce cas-là de la primaire de la gauche sur quelque chose qui n'a pas de projet pour, mais qui a un projet contre le Rassemblement national, et donc qui effectivement va avoir le même écueil qu'à droite et au centre, c'est-à-dire trouver quelque chose qui rassemble une majorité de Français. Ensuite, après, pour ce qui est de la gauche, je pense que la difficulté qu'il y a aujourd'hui à gauche, et même si une partie des électorats, que ce soit insoumis, verts et socialistes, sont plutôt unionistes, je pense que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la France, les électeurs du Parti socialiste, à plus de la moitié d'entre eux maintenant, d'ailleurs c'est ce qui est dit dans le dernier sondage Elab, 52% sont opposés à une alliance avec la France insoumise. Et donc en fait, le Parti socialiste va se retrouver dans le même cas que les Républicains jusqu'à il y a quelques mois, c'est-à-dire avec des électeurs qui Pas ne de pacte plébiscitent avec pas le diable ? exactement une alliance. Et donc dans ces conditions-là, ça va être très compliqué pour le Parti socialiste qui en plus a plutôt une dynamique électorale de pouvoir solliciter une alliance avec la France insoumise pour la présidentielle, qu'importe d'ailleurs même les personnalités, que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Ce que vous dites, c'est ce que nous ont enseigné les élections. À une nuance près, c'est que la gauche aujourd'hui subit ce qu'on appelle un déclin électoral. C'est ce que nous on analyse dans le think tank. C'est-à-dire que jusqu'au quinquennat de François Hollande, la gauche pesait dans toutes les élections, qu'elles soient locales ou nationales, entre 40 et 45, voire parfois 50% des voix. Là aujourd'hui, depuis le macronisme qui a émergé comme offre indépendante de la droite et de la gauche, entre guillemets, on a la gauche qui aujourd'hui se restreint à 30%. Que ce soit au présidentiel 2017, vous cumulez les scores de M. Hamon et de M. Mélenchon, vous arrivez à moins de 30%. Pareil pour 2022 et pareil pour le NFP en 2024. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous n'avez que 30%, on va dire, en assise électorale, eh bien, si votre électorat est coupé en deux, l'accès au second tour est compliqué. Dans tous les cas, Jean